oui, c'est une magnifique traduction du livre de souvenirs de montagne d'un vieux copain à moi que j'ai connu à ses débuts. Et il a 1 an de plus que moi. C'est Martin Boysen, un très grand alpiniste de l'époque dorée des années 60-80. C'était un des premiers membres des expéditions Bonington en Himalaya. Il a entre autres participé à la première ascension de la face sud-ouest de l'Everest et à la face sud de l'Annapurna, tu vois. Et c'était un grimpeur absolument de rocher, absolument superbe. Et il était très ami avec Joe Brown. Et Joe Brown et Don Williams, qui étaient dans les années 60, les 50-60, les 2 meilleurs grimpeurs de rocher du Royaume-Uni, considéraient Martin comme leur successeur, tu vois. Hein, et il grimpait vraiment à un niveau au-dessus de la plupart des autres grimpeurs. Et sa spécialité, c'était les fissures off-width, comme ils disent, tu sais, les larges fissures. Les Anglais étaient les premiers à utiliser, tu sais, les coincements dans les fissures en pliant le pouce à l'intérieur. Et ça, déjà, moi, c'est un truc que j'ai appris en Angleterre, qu'on ne pratiquait pas, surtout pas dans les calanques. Et il est devenu un très, très, très bon spécialiste des fissures, des fissures larges, quoi. D'ailleurs, ça lui a failli lui coûter cher, parce qu'il a une aventure qui est assez connue, même il y a pas mal de grimpeurs français qui à l'époque, en tous les cas, l'ont su. Il était parti faire la première l'ascension de la tour de Trango. Hein, et il avait 2 Joe-Brand, je crois, avec lui aussi, là. Et il s'est coincé le genou au milieu de la paroi, même un peu plus haut que le milieu. Il s'est coincé le genou dans une de ces fissures larges. Impossible d'en sortir. Alors, ça a duré, j'ai oublié le temps, mais il a été bloqué entre 4 et 5 heures, tu vois, sans pouvoir s'en sortir. Et son copain est descendu pour aller chercher du secours, donc il est resté seul, vaché, il s'était fait un truc pour se vacher. Et finalement, il a, à force de chercher, je crois, dans son sac, ou je ne sais pas s'il a trouvé dans sa poche, dans son sac, il a trouvé un petit couteau, et il a commencé à couper son pantalon, tu vois, la toile de son pantalon. Et au bout d'un moment, paf, son genou est sorti, et il est tombé sur son assurance, quoi. Il a fait un petit vol, mais je crois 1 mètre, 1,50 m, et il s'est débloqué. Et puis, alors il était déjà tard dans la saison, donc ils n'ont pas eu le temps de terminer. Je crois que c'était qu'ils avaient fait les 2 tiers. C'est arrivé à peu près dans les fissures des cheminées du haut. Et l'année suivante, il est revenu, entre autres, avec Joe Brown. J'ai oublié le 3e, mais c'est dans le bouquin. Et ils l'ont fait la première. Hein, tu vois, donc ça l'avait pas trop secoué, cette aventure. Parce qu'il restait bloqué, hein, dans une grande paroi himalayenne, avec le genou coincé pendant plusieurs heures. Normalement, il y a de quoi te retourner l'essence. Hein, mais pas lui. Enfin, à l'époque, mais voilà. Et moi, j'ai pas mal grimpé alors, il était de Manchester, donc il grimpait sur le grès sombre qu'il y a pas loin de Manchester. En Angleterre, tu as aussi le grès comme celui de Fontainebleau, mais c'est dans le sud de l'Angleterre, c'est High Rocks et Harrison Rocks. Mais près de Manchester, tu as un grès magnifique qui est sombre, qui est... Moi, la couleur, comme je suis daltonien, je ne peux pas dire, mais c'est presque rouge sombre. Enfin, c'est pas rouge, c'est sans doute gris sombre, quoi. Hein, et là-dessus, j'ai fait pas mal de voix avec lui. Pour moi, c'était un des premiers, à l'époque, à toucher le 7. Évidemment, ces grimpeurs-là, hein, de l'époque, c'était des grimpeurs de 6, quoi. Ça n'a rien à voir avec les grimpeurs de 9 d'aujourd'hui. Hein. Mais c'était un des premiers à avoir ouvert en Angleterre des voies aujourd'hui, côté, 7A, hein, c'est tout, mais c'était pas mal pour l'époque. Et la majorité grimpait, étaient des bons grimpeurs de 6, pas plus, tu vois. Lui, il avait un petit cran au-dessus des autres. Et c'est un type modeste. Et puis, il grimpe toujours. Enfin, là, il s'est fait refaire la coiffe d'une épaule, parce que, comme beaucoup de grimpeurs, hein, il tirait trop, et parce qu'il a 75 ans, et il veut continuer quand même à grimper.
Ça fait depuis une quinzaine d'années, son partenaire, c'est un autre grimpeur un très bon et très sympathique qui s'appelle Rab Carrington. Pas mal de grimpeurs ont entendu parler de lui. Et il n'y a encore pas très longtemps, tu vois, il grimpait dans le monde entier. Bon, il a 75 ans, donc j'avoue que moi, je ne l'ai pas vu grimper depuis plus de 10 ans. Donc je ne sais pas très bien. Mais je suis sûr qu'il va recommencer encore à grimper. Dans 3-4 mois, je pense qu'il pourra commencer à retirer sur ses tendons. Tu vois. Et son parcours en montagne, c'était quoi alors, ses grandes réalisations? Il a fait tout un tas de classiques. Alors, à Chamonix, par exemple, pour donner le niveau de type de grimpeur qu'il était, c'est lui qui a libéré la face sud du Fou. Alors, la voie Hemming-Arline, et il a fait en fait la troisième, parce que la seconde a été faite par 2 guides savoyards, mais ils ont mis encore plus de pitons que Gary Hemming et John Arline, et ils ont mis, je ne sais pas, 3 ou 4 jours. Lui, avec son pote, c'était Nick Escort. Nick était un bon grimpeur, mais pas du niveau de Martin. Donc c'est Martin qui a tout fait en tête, tous les trucs durs, tous les trucs en libre, durs, c'est lui qui les a fait. Et il a été le premier à libérer. Alors, mais c'est donc la troisième ascension. Mais il avait, alors c'est là où c'est intéressant de voir un peu les détails de l'époque, parce qu'il grimpait en chaussons, tu vois, alors que ça ne se faisait pas à l'époque. Hein. Et il avait des coinceurs, les premiers coinceurs. Total, il a mis 3 fois moins de pitons que Gary Hemming et John Arline. Et la quatrième, ça a été fait par 2 Marseillais, François Guillot avec Joël Coconio. Hein, et eux aussi, ils avaient grimpé en chaussons. Ils ont libéré, mais je crois qu'à 2 endroits, ils ne sont pas passés tout à fait au même endroit. Bon, peu importe, ils l'ont quand même libéré. Mais ils n'avaient pas de coinceur. Total, ils ont mis au moins 30% de pitons de plus, tu vois. Hein, mais c'est pour te dire le niveau d'escalade dont ce gars-là était capable, quoi. Sinon, il a fait tout un tas de classiques dans les Alpes. Et après, comme il est rentré dans l'organisation Bonington, qui lui, presque chaque année après, montait des expéditions lourdes. Il n'a pas fait que des expéditions lourdes, hein, Chris, mais il montait des expéditions lourdes, donc il a suivi le rang, donc il a fait pas mal de trucs en Himalaya. Et puis, il s'est toujours intéressé à l'escalade, mais dans le monde entier. Donc il a grimpé un peu partout. Et il a eu une aventure, entre autres. Alors lui, c'était avec Joe Brown. Mais extraordinaire. Et c'est un truc que j'aurais voulu traduire. C'est un bouquin de Hamish Mackiness. Hamish Mackiness, c'est un type un peu plus ancien qu'eux, mais c'est un Écossais. On l'appelle c'est l'aigle, oui, l'aigle de Glencoe. C'est un spécialiste, bien entendu, des hivernales écossaises. Et il a fait du secours en montagne. Il a été plus longtemps l'un des responsables du secours en montagne en Écosse. Et c'est un type, il a participé, il a grimpé pas mal avec des gars comme Bonington. Entre autres, quand ils ont fait la première britannique du Pillé-Bonati, au Dru, et Mich était là, il a pris une pierre sur la tronche, il avait une petite fracture du crâne, ils ont continué, hein, ils ne sont pas redescendus. Hein. Alors, et Mich avait une idée. Il avait appris, je ne sais pas où, qu'il y avait eu un trésor des Incas caché. C'était pas en Colombie ou en Bolivie. C'était la Bolivie, je crois. Qui était caché, tu sais, pendant la conquête des conquistadors. Alors, je crois que c'était Pizarro. Et il avait retrouvé des écrits et tout ça pendant des voyages qu'il avait fait en Amérique du Sud. Il s'est dit, il faut monter une expédition dans la jungle, parce que c'est dans la jungle, mais dans les montagnes, pour essayer de retrouver le trésor des Incas. Et Mich a monté 3 expéditions. Alors, la première, il était avec... il y a eu l'Américain, là, Chouinard, enfin des copains qu'il avait dans le monde entier qui sont venus avec lui.
Et la dernière, c'était où il était 2 fois, je crois, avec Martine. Et alors évidemment, ils n'ont rien trouvé. Hein. Ils sont emmerdés dans des coins pas possibles où jamais personne ne va depuis des lustres, hein, dans des jungles pas possibles, des terrains pas possibles. Mais ils sont bien amusés, quoi. Hein. C'est un livre d'abord sur ses souvenirs de début d'escalade, d'expédition et d'un peu l'escalade ludique qu'il a fait lorsqu'il a eu décidé de plus partir dans les expéditions lourdes ou très difficiles, ou très engagées. Donc, et il raconte toute l'époque, il parle beaucoup de ses copains avec qui il grimpait. C'est un type qui ne se met pas en avant, tu vois. Donc il parle beaucoup de ses compagnons de cordée, de ses copains, autant que de lui. Hein. Et il raconte en fait c'est un peu toute ces 20 années de la grande période où les Britanniques ont quand même fait des choses remarquables, bien sûr en Himalaya, mais aussi dans les Alpes. Tu vois, c'est-à-dire la manière dont ils grimpaient, et surtout, c'était le royaume du libre, tu vois, c'était en Angleterre dans les années 50-60. Le libre, c'était une chose normale. Mettre un piton, c'était totalement anormal. Donc libérer par exemple le fou, pour eux, c'était la bonne façon de grimper. C'est pour ça que ces Britanniques qui n'avaient pas du tout l'expérience de tout un tas d'alpinistes français, allemands, autrichiens, ont été capables de faire des premières remarquables à Chamonix. Tu vois, comme la première du Freinet par Chris Don et Jan Klaff. Hein. C'était quand même, ils ont fait quand même des choses remarquables dans les Alpes et en rocher, quoi, tu vois. Mais avec cette avance qu'ils avaient d'utilisation, entre autres des chaussons, c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment des précurseurs de l'utilisation des chaussons en montagne, alors que nous, très longtemps, même Guillaume, quand il a répété, c'était un des tout rares Français qui a commencé à mettre des chaussons sur une grande paroi des Alpes, tu vois. Ça ne se faisait pas. Hein. Donc, je ne dis pas que les Anglais n'étaient que les précurseurs, parce qu'il y a eu des gars comme Guillaume et Coccagno qui ont été suffisamment malins pour se dire, tiens, il y a des dalles là-bas à la face sud du four, on doit pouvoir les passer peut-être en libre. Il fallait quand même, tu vois, l'avoir dans la tête. Seulement, ils l'ont fait l'année suivante quand ils ont appris que Martine l'avait fait. Hein. Ça a été d'ailleurs un gros retentissement, parce que même De Vries s'est fendu dans la montagne alpinisme d'un éloge à Monsieur Martin Boysen, tu vois, donc ça avait fait quand même, ça avait été quand même étonné beaucoup d'alpinistes français de l'époque, hein, qu'un Anglais soit capable de faire des trucs pareils, quoi.